À 90 ans, Pierre Perret, le chansonnier français adoré, célèbre pour ses textes impertinents et son esprit affûté, a enfin levé le voile sur une rumeur qui le suit depuis des décennies. A-t-il inventé des amitiés avec des géants de la littérature? A-t-il réellement entretenu un lien avec Paul Léotot ou n'était-ce qu'une illusion habilement mise en scène? Dans un rare moment de sincérité, Perret se confie, non seulement pour se défendre, mais pour révéler une vérité plus profonde sur la célébrité, le besoin d'appartenance et le désir de reconnaissance. Ce que nous soupçonnions tous en dit peut-être plus sur nous que sur lui. Voyons cela de plus près. Était-il l'ami de Paul Léotot? Lorsque Pierre Perret déclara avoir lié amitié avec le célèbre écrivain misanthrope Paul Léotot dans les années 50, peu de gens remirent ces propos en cause, du moins au début. L'idée qu'un jeune musicien curieux ait réussi à gagner la confiance d'un des esprits les plus acerbes de la littérature française semblait improbable, mais étrangement séduisante. Mais en 2009, le mythe s'effondre publiquement. La journaliste Sophie Delassin du Nouvel Observateur accuse Perret d'avoir entièrement fabriqué cette relation. Ce qui s'ensuit, ce n'est pas seulement une tempête médiatique, mais un procès en diffamation posant une question essentielle. Pierre Perret a-t-il bâti une partie de sa légitimité littéraire sur un mensonge? Le 29 janvier 2009, Delassin publie un article intitulé « Perret et le pot aux roses », remettant en cause les affirmations de longue date du chanteur, selon lesquelles il aurait connu personnellement Paul Léotot. Selon son enquête, aucune preuve, aucun témoignage, ni aucun document ne corrobore les dires de Perret, selon lesquels il aurait passé de longs après-midi à Fontenay-aux-Roses avec l'écrivain notoirement asocial. Touché et en colère, Perret contre-attaque. Il nie les accusations et dépose plainte pour diffamation et injure publique. Il maintient avoir rencontré Léotot à plusieurs reprises entre 1954 et 1956, et que leur relation, bien que brève, était authentique. Comme preuve, il présente une dédicace signée de Léotot, datée du 26 août 1954, à Pierre Perret, avec des années de retard et mes cordialités, P. Léotot. Cette dédicace devient une pièce centrale du procès, mais ses détracteurs soulignent l'ambiguïté de son origine. Elle aurait pu être obtenue par courrier ou via un tiers. Dans ses mémoires de 1972 Adieu Monsieur Léotot, puis dans A Cappella, Perret relate ses rencontres avec une richesse de détails, dialogues, anecdotes, atmosphère de la maison encombrée de l'écrivain. Nous discutions des articles de combat, souvent dès mon arrivée, écrit-il. Mais les sceptiques trouvent ce niveau de précision suspect, surtout quand un seul jour est précisément daté sur plus de 150 pages de souvenirs. Pire encore, des incohérences surgissent dans la chronologie de Perret. Il situe parfois son service militaire à des périodes différentes, ajustant les dates pour qu'elles coïncident avec ses visites supposées à Léotot. En 2009, il contacte même les archives militaires pour clarifier ses propres dates de service. Un geste que Delassin interprète comme une preuve d'incertitude, voire de falsification. Puis vient le témoignage de Marie Dormoy, compagne, secrétaire et exécutrice littéraire de Léotot. Elle affirme publiquement n'avoir jamais vu ni entendu parler de Pierre Perret dans les dernières années de l'écrivain, un constat difficile à contester tant sa présence auprès de Léotot était constante. D'autres proches du romancier confirment son propos. Autre détail troublant, la fameuse grille en fer. Perret évoque souvent une grille rouillée à l'entrée de la maison de Léotot, censée donner du réalisme à son récit. Or, les archives et les photos historiques prouvent que cette grille avait été remplacée par une porte en bois bien avant les dates mentionnées par Perret. Il aurait donc décrit un décor qui n'existait plus. Enfin, plusieurs passages des ouvrages de Perret semblent directement inspirés, parfois mot pour mot, du livre « Entretien » avec Paul Léotot de Robert Mallet, paru en 1951. Certaines lectures recommandées
anecdotes sur les animaux et manie de langage attribuées à Léoto, se retrouvent dans les deux récits, suggérant que Perret aurait puisé ses souvenirs dans des sources secondaires. Le procès, tenu en mars 2011 devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, devient un affrontement symbolique entre mémoire et vérité, entre mythologie personnelle et rigueur journalistique. Le tribunal donne finalement raison à Perret. S'il reconnaît que la journaliste avait le droit d'enquêter, il estime que Sophie Delassin a manqué de prudence dans l'expression et a publié une mise en accusation singulièrement violente, indifférente à la contradiction. Elle est condamnée à 2 000 € d'amende, le Nouvel Observateur à 1 000 €, avec 10 000 € de dommages et intérêts à verser à Perret, et 8 000 € pour ses frais d'avocat. Cependant, le jugement ne blanchit pas totalement Perret. Le tribunal note que certaines de ses déclarations contiennent des incohérences susceptibles d'altérer la crédibilité de ses souvenirs et qu'il a pu, par moments, flatter sa mémoire ou simplement se tromper. Le message est clair. Si Delassin est allé trop loin, le récit de Perret n'est pas irréprochable non plus. L'affaire ne s'arrête pas là. En 2012, Perret remporte un autre procès en diffamation, cette fois contre Le Figaro et le journaliste Stéphane Denis, qui avait exprimé des doutes similaires. Là encore, amendes et dommages et intérêts sont prononcés, marquant une 3e victoire judiciaire pour Perret sur ce sujet. Pour certains, cette série de procès représente une réhabilitation de la mémoire artistique, la reconnaissance que la frontière entre mémoire et mythe est parfois ténue. Pour d'autres, c'est l'histoire troublante d'un usage stratégique de la justice pour faire taire les voix critiques. Alors, Pierre Perret était-il vraiment l'ami de Paul Léoto? Peut-être. Un mensonge né de l'admiration. Alors, pourquoi Pierre Perret aurait-il inventé ce mensonge? Selon le Nouvel Observateur, ce débutant d'après-guerre aurait d'abord embelli sa vie pour impressionner Georges Brassens, avant de se retrouver prisonnier d'un passé réinventé, devenu peu à peu un fonds de commerce médiatique. Mais pourquoi un artiste aussi accompli et respecté que Pierre Perret aurait-il pris un tel risque? Qu'est-ce qui aurait pu le pousser à construire une histoire qui, si elle s'avérait fausse, entacherait à jamais sa réputation? Pour le comprendre, il faut dépasser la controverse et se pencher sur la relation complexe et tendue entre Perret et Brassens. Georges Brassens n'était pas qu'une vedette, c'était un monument. Avec ses vers ciselés, son ironie mordante et sa profondeur philosophique, il incarnait une élite littéraire au sein de la chanson française. C'était le genre d'artiste dont le silence blessait plus qu'une insulte. Pour Pierre Perret, dont le style oscillait souvent entre humour et espièglerie, être reconnu par Brassens était la consécration ultime. Selon Perret, leurs chemins se seraient souvent croisés. Brassens lui aurait offert encouragement, conseils et même parfois un toit. Pourtant, malgré cette proximité, Perret restait dans l'ombre. En 1979, dans une interview, Brassens cite ses chanteurs français préférés. Trenet, Brel, Ferrat, Béard, mais ne mentionne pas Perret. Pour ce dernier, qui avait pourtant connu un immense succès avec des titres comme Les jolies colonies de vacances ou Tonton Cristobal, cette omission fut une blessure profonde. La plaie se rouvre en 2008 lorsque Perret publie A Cappella, le second tome de son autobiographie. Il y suggère que Brassens aurait pu être jaloux de sa réussite. Il y raconte notamment que l'écrivain René Fallet lui aurait un jour apporté une cassette de la part de Brassens. Perret, espérant y découvrir une chanson inédite, y trouve en réalité un vieux refrain paillard. C'était une chanson troupier, se souvient-il. L'implication est claire, Brassens ne le prenait pas vraiment au sérieux. Ses propos choquent les admirateurs de Brassens qui le vénèrent presque comme une figure sacrée. Des associations comme les Amis de Georges ou auprès de son arbre montent aussitôt au créneau pour défendre sa mémoire. Jean-Paul Sermonte, spécialiste reconnu de Brassens, affirme que la jalousie n'a jamais fait partie du caractère de Georges. Sophie Duvernois, fidèle gouvernante de Brassens, se dit elle aussi stupéfaite par de telles allégations.
Mais l'affaire ne se limite pas à des égos froissés. Perret est également accusé de plagiat, d'avoir emprunté des vers à des poètes oubliés comme Garcia Lorca, voire d'avoir repris des lignes attribuées à Brassens lui-même. Une polémique particulièrement vive concerne le petit-fils d'Œdipe, que Perret présente comme une œuvre inédite de Brassens. Certains fans l'accusent d'avoir récupéré un poème déjà mis en musique par un autre artiste. Perret affirme pourtant avoir reçu l'autorisation de Serge Casani, neveu de Brassens. Mais sa crédibilité est déjà entamée. C'est dans ce climat explosif que ressurgit la controverse autour de Léoto. Pourquoi inventer une telle amitié? Parce que Léoto était sacré aux yeux de Brassens. Revendiquer un lien avec lui, c'était s'approprier une légitimité littéraire. Pour le jeune Perret, raconter à Brassens des après-midi passés à discuter littérature avec Léoto, c'était affirmer « Moi aussi, j'appartiens à ce monde ». Ce qui avait pu commencer comme un petit mensonge pour impressionner un mentor est devenu, au fil du temps, un pilier de son récit personnel. Avec les années, alors que la notoriété de Perret grandissait et que Brassens entrait dans la légende, le déséquilibre entre leurs héritages devenait plus pesant. Perret était aimé, populaire, mais rarement cité parmi les grands auteurs de la chanson française. Des artistes plus jeunes comme Renaud ou Maxime Le Forestier étaient perçus comme les héritiers naturels de Brassens, tandis que Perret, malgré des titres poignants comme Lily ou Le Café du Canal, était souvent relégué au rang de chansonnier humoriste. Cela pourrait expliquer pourquoi Perret, dans ses moments de fragilité, a cherché à réécrire sa place dans le Panthéon. Dans « T'as pas la couleur », il s'adresse directement à Brassens. « Georges, mon grand frère, si tu revenais sur terre pour y faire le chanteur, tu ne donnerais plus souvent l'aubade à la radio ?» Un aveu à peine voilé. « S'il me néglige, il te négligerait aussi. » Ce n'était pas seulement une défense, c'était un cri pour être reconnu. Comment il est devenu une voix de la France? Et pourtant, la vie de Pierre Perret ne s'est pas seulement construite autour de mots polémiques. Elle est devenue une légende à part entière. Derrière la provocation et l'humour se cachait un homme qui allait transformer la chanson française en une voix pour les sans-voix. Pierre Perret naît en 1934 à Castelsarrasin, une petite ville nichée dans le Tarn-et-Garonne, au sud-ouest de la France. Ses parents, Maurice et Claudia Perret, tiennent le Café du Pont, un bistrot animé fréquenté par des marins, des paysans, des ouvriers et des soldats. C'est dans cette ambiance populaire et haute en couleurs que Pierre s'imprègne de la richesse de l'argot et des rythmes de la langue ouvrière, des éléments qui deviendront plus tard la signature de son style. Loin des salons parisiens feutrés, les premières années de Pierre sont bercées par les voix brutes et sans filtre des gens du peuple. Très tôt, il développe une fascination pour les mots, tout comme pour la musique. À 8 ans, sous l'insistance de son père, il commence à apprendre le solfège et le saxophone. S'il ne tombe pas immédiatement amoureux de l'instrument, son talent est vite remarqué. À 14 ans, il entre au Conservatoire de Toulouse, où il étudie à la fois la musique et l'art dramatique. Il s'y distingue rapidement et remporte un premier prix de saxophone. Parallèlement, il fonde un petit orchestre qui joue dans les mariages et les bals du coin. Ses premiers pas sur scène et devant un public. Mais son ambition de rejoindre le Conservatoire de Paris est brisée. Au début des années 1950, pendant son service militaire, il est enfermé dans une prison militaire, le jour même du concours d'entrée. Ce rendez-vous manqué ne le décourage pas. Au contraire, il alimente une rébellion intérieure contre les institutions et les règles établies. Il monte à Paris au milieu des années 1950 et plonge dans l'univers bohème de la chanson d'après-guerre. Il fréquente Brassens et commence à écrire et composer ses propres morceaux. Il vit avec la chanteuse Françoise Marin, qui l'accompagne à la guitare dans des lieux comme La Colombe. Un soir, Michel Valette, propriétaire du cabaret, l'annonce sur scène sans prévenir. Malgré le trac, Perret se lance
et reçoit une ovation. Sa carrière de chanteur débute ce soir-là. En 1957, il signe un contrat de 3 ans avec Eddie Barclay. Son premier 45 tours, Moi j'attends Adèle, connaît un succès modéré, mais marque ses débuts discographiques. Hélas, alors que sa carrière commence à décoller, il est frappé par une pleurésie. Il passe près de 2 ans dans un sanatorium en Haute-Savoie. Pendant sa convalescence, Françoise le quitte, pour le médecin qui l'a diagnostiqué. Une trahison personnelle cuisante, mais Perret transforme cette solitude en période de création. Des amis musiciens organisent des concerts de soutien pour financer ses soins. Les années 1960 marquent un tournant. Il quitte Barclay et rejoint les disques Vogue, où il collabore avec l'impresario Lucien Maurice. En 1963, le Torboyau devient un tube national, écoulé à 100 000 exemplaires. Il enchaîne avec Les jolies colonies de vacances, satire piquante des colonies pour enfants, une chanson temporairement interdite d'antenne par Yvonne de Gaulle. À la fin des années 1960, Pierre Perret est devenu une star en France. Ses textes drôles, souvent impertinents, portés par des mélodies entraînantes et saupoudrés d'argot, séduisent petits et grands. Il joue à l'Olympia, tourne avec les Rolling Stones et Johnny Hallyday, et apparaît même au cinéma dans Les Patates et le Juge. En 1969, avec Rebecca, il fonde son propre label, Adèle, qui lui offre une totale liberté artistique. Il peut dès lors enregistrer des chansons plus poétiques ou engagées. Lily, plaidoyer antiraciste, devient un classique étudié dans les écoles. Passionné par la langue française, il publie de nombreux ouvrages, Adieu, Monsieur Léoto, des autobiographies, des dictionnaires d'argot et même des livres de cuisine comme Le Petit Perret gourmand. En 1989, il est nommé au Conseil supérieur de la langue française. Une reconnaissance ironique pour un autodidacte sans diplôme au-delà du certificat d'études. Sa maîtrise du français et son talent pour rendre le vulgaire poétique lui valent autant d'éloges que de polémiques. Depuis toujours, sa carrière est indissociable de ses engagements. Il aborde le racisme, la pauvreté, le droit à l'avortement, les dérives religieuses ou encore la destruction écologique dans des titres comme « Elle attend son petit », « La petite Kurde » ou « Vers de colère ». Certaines chansons lui attirent des menaces, mais il ne cède pas. « Tant que j'aurai de l'encre dans mon stylo, je combattrai toutes les formes de ségrégation », déclare-t-il un jour. En 1998, La Bête est revenue, chanson antifasciste, lui vaut des courriers haineux. La LICRA lui remet alors son grand prix. La même année, il triomphe au Festival des Vieilles Charrues devant 60 000 personnes. Même passé 80 ans, il reste infatigable. Il sort « Mélangez-vous » en 2006, « Humour Liberté » en 2018 et « Ma vieille carcasse » en 2023, qui contient Paris saccagé. Une critique acerbe de la gestion urbaine de la capitale sous Anne Hidalgo. Pendant la pandémie de Covid-19, il écrit Les Confinis, satire de la vie confinée et des politiques sanitaires. En 2020, il annonce sa tournée d'adieu, Mes adieux provisoires, qui se prolongera jusqu'en 2023 à guichets fermés en France, Belgique et Suisse. La vie privée. En 1957, à l'apogée de son éveil artistique, Pierre Perret rencontre Simone Mazal-Tarim dans les bureaux des disques Barclay. Leur première rencontre se termine par une violente dispute. Il dira plus tard que c'était de l'amour déguisé en feu. Il la rebaptise Rebecca, un acte symbolique, comme une renaissance qui marque le début d'un lien profond et indéfectible. Ils se marient en 1962, une union qui deviendra à la fois son ancre émotionnelle et son refuge créatif. Ensemble, ils auront 3 enfants, les jumeaux Anne et Alain, nés la même année que leur mariage, puis Julie, venue au monde en 1963. Mais la vie, toujours capable de transformer la joie en douleur, inflige à Perret l'un de ses coups les plus cruels.
Julie meurt en 1995, à l'âge de 32 ans. Le chagrin est immense. S'il en parle rarement en interview, ceux qui le connaissent savent que cette blessure ne s'est jamais refermée. Cette perte a laissé une empreinte silencieuse qui affleure dans la mélancolie discrète de bon nombre de ses chansons les plus récentes. Perret vit toujours à Nangis, dans une commune rurale de Seine-et-Marne, avec Rebecca. Leur maison, qu'ils ont baptisée la Gare de Dieu, est bien plus qu'un lieu de vie. C'est un sanctuaire construit à la main, imprégné de souvenirs, de musique et de rires partagés. Amoureux de la bonne chère, Perret cultive son potager, élève ses animaux et prépare des plats généreux qui célèbrent la cuisine traditionnelle française. À ses yeux, un bon repas, c'est comme une bonne chanson, simple, sincère et fait avec amour. La nature est son second temple. Passionné de pêche, il s'évade dès qu'il le peut en Irlande, notamment près de Ballyconneely, dans le comté de Galway, où il a un jour pêché un saumon de 5,7 kg, ce qui lui valut le titre de pêcheur de l'année en 1985. Il aime aussi cueillir des champignons, promener ses chiens dans les bois et s'occuper des animaux qui peuplent ses terres. Et pourtant, derrière ses airs de joyeux luron et ses chansons engagées, Perret porte une tristesse plus intime. Ces dernières années, il a confié qu'il n'avait plus de contact avec ses petits-enfants. Ils sont grands maintenant, dans la trentaine, dispersés un peu partout dans le monde, a-t-il dit dans une interview. Je ne sais même pas si j'ai des arrière-petits-enfants, ce n'est pas moi qui ai choisi cela, mais on ne peut pas forcer l'affection. Une douleur sourde dans une vie autrement remplie d'applaudissements. Fidèle à sa curiosité insatiable, Perret est aussi un collectionneur passionné. Sa maison est un véritable musée vivant. Meubles anciens, manuscrits rares, machines à coudre d'époque, bandits manchots, objets insolites rapportés de ses voyages. Chaque pièce raconte une histoire. Chaque recoin reflète le regard d'un homme toujours à la recherche de poésie dans le quotidien. Même à plus de 80 ans, Pierre Perret conserve la malice de l'enfance et l'âme d'un poète. Il continue d'écrire, de chanter, de protester et d'observer le monde avec cette même combinaison de tendresse et d'indignation qui l'a rendu célèbre. Sa vie ne s'est pas bâtie seulement sur des rimes et des sourires, mais aussi sur la solitude, la ténacité et une fidélité sans faille à la vérité, même lorsqu'elle blesse. Alors maintenant qu'il a 90 ans et que le masque a légèrement glissé, que voit-on? Un imposteur? Ou un homme qui, comme tant d'entre nous, a flouté la frontière entre souvenirs et mythes pour simplement se sentir à la hauteur? Pierre Perret a peut-être courbé la vérité, mais il a aussi courbé la langue pour en faire des chansons inoubliables. Il a fait rire, réfléchir, ressentir. Et peut-être que sa plus grande confession ne porte pas sur un mensonge, mais sur le besoin profond d'exister. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce simplement une question d'ego, ou bien quelque chose de plus profond? Si cette histoire vous a ému, appris quelque chose ou simplement intrigué, pensez à aimer, partager et vous abonner.